Le vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beaux divertissements, et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des trompettes, des étreintes, des marionnettes, des graffitis et des nouilles de sarrasin. Après le journal à 12h55, nous parlerons de spectacle, Aïda de Verdi à l'Opéra de Paris et puis La Ronde de Boris Charmatz, le tout disponible gratuitement à la télévision ou autre écran. Mais pour l'heure, je suis avec Marie Sorbier, productrice sur notre antenne d'Affaires à suivre. D'Affaires à suivre, à chaque fois je dis Affaires à suivre. Et c'est Affaires en cours. Oui, en plus c'est Affaires en cours. Alors là, vraiment, décidément, c'est la fin du monde. Ça, c'est tous les jours à 19h20, là au moins j'ai juste. Tout à fait. Et vous êtes également rédactrice en chef de IO Gazette et en ligne avec Victor Massé de l'Épinay, producteur du Rayon BD, également sur France Culture, décidément. Nous sommes à la maison aujourd'hui. On parle de littérature jeunesse. Tout à l'heure, Amour Chrome de Sylvain Pathieu, mais tout de suite, Yahoo Japon. Sur la page du livre Yahoo Japon, signé Eva Offredo, on découvre que Yahoo, Y-A-2-H-O, c'est à la fois le mot qu'utilisent les petites filles japonaises pour se dire bonjour et aussi le mot qu'on crie en montagne pour tester l'écho. Sur la deuxième, juste en face, il y a une carte du Japon avec indiqué dessus les lieux de vie des 8 femmes japonaises que le livre nous présente, parmi lesquelles Higasa l'ensableuse, Shikiri la lutteuse de sumo ou encore Ushimizu la bryologue. Victor Massé de l'Épinay, vous nous en dites un peu plus sur ce livre ? Oui, d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est un très beau livre, un très bel objet. Un objet, depuis que je l'ai reçu, j'y reviens souvent et c'est un vrai plaisir de le prendre en main, de le toucher, de le feuilleter, puisque c'est un livre qui est fait avec du beau papier, qui est élégant, qui est solide, qui est bien conçu, bien imprimé. Et tout ça, c'est la première chose que je voulais dire. Saluer le travail de Maison Georges qui édite ce livre. Maison Georges, c'est une maison qui publie des journaux pour la jeunesse et des livres pour la jeunesse. Et il faut dire qu'ils sont toujours en tête et ils ont toujours le souci de faire des beaux objets et des objets qui sont dans une esthétique, je dirais assez sage, en tout cas à l'opposé de ce qu'on pense parfois être nécessaire pour la jeunesse, des choses qui vont à 2000 à l'heure, qui brillent, qui flashent, qui font du bruit. C'est un livre sur le Japon qui est assez loin de l'esthétique des Pokémon. Il n'y a rien d'hystérique là-dedans. C'est apaisant, c'est rassurant au bon sens du terme, parce que c'est pas un livre c'est un livre qui nous emmène ailleurs, qui nous fait vraiment voyager. Mais voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Et la seconde, c'est parler encore un peu sur la conception, c'est parler du dessin et en particulier des couleurs. Vous avez évoqué 8 femmes. Il y a 8 femmes qui sont présentes dans ce livre. Pour chacune, il y a une couleur, le bleu, le rouge, le jaune, le marron, le violet, une couleur franche et la même couleur délavée ou éclaircie. Et avec donc 2 couleurs et un trait noir, un trait assez plein, assez épais. Ouais. Et puis des aplats, pas d'ombre. Eh bien, Eva Offredo arrive à transmettre énormément de choses. D'abord, comme c'est un livre un peu documentaire, ce dessin très simple parvient à montrer des détails, à expliquer certaines choses, avec quelquefois un côté un peu fiche bricolage qui est très efficace, et aussi de montrer des atmosphères du Japon, et vraiment avec beaucoup de
beaucoup de talent. Il y a des illustrations pleines pages, quelquefois de forêts ou d'architecture en particulier, architecture intérieure ou extérieure, qui m'ont beaucoup plu parce qu'elles sont très belles. Marie Alors, c'est un Sorbier, livre. pardon D'accord. Victor, on n'est pas l'un Non, en face de l'autre, donc du coup je vous coupe. Mais allez-y, finissez, je vous en prie. D'accord, je voulais juste dire que c'est un livre où on apprend beaucoup de choses, et comme vous avez évoqué cette première page qui tient un peu lieu d'introduction, où on voit ces 8 femmes à l'endroit où elles habitent au Japon, ça m'a tout à fait excité, cette première page, puisque sur les 8 femmes, il y en a 7 qui ont des activités que je ne connaissais pas du tout, avec des mots que je ne connaissais pas. Je connaissais la lutteuse de sumo, mais il y a des mots français comme bryologue, ensableuse ou peintre cervoliste. Bon, c'est quand même des mots rares. Et puis des mots japonais, évidemment, une artiste shindogu, une restauratrice kintsugi, une meunière soba. Tout ça, quand on ouvre le livre, on a tout de suite envie d'en savoir plus et de savoir ce que font ces femmes. Alors Marie Sorbier, justement, vous nous en dites peut-être un peu plus sur le contenu. C'est vrai que ça tient à la fois un peu de l'abécédaire, de l'encyclopédie, de l'atlas. Oui, et de la leçon de choses aussi. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, je rejoins totalement Victor, ce qu'il vient de dire sur l'objet. On a un vrai plaisir de l'avoir en main et de le partager avec des enfants ou des adultes d'ailleurs. Alors, sur le contenu, on rencontre 8 femmes. Ces 8 femmes, Eva Offredo nous dit que ce sont des portraits imaginaires, mais qu'elles peuvent très bien exister, elles auraient pu exister. Ce sont en fait des montages d'histoires qu'elle a rencontrés au Japon ou lus dans des journaux. Donc tous ces métiers que vous venez d'évoquer brièvement existent, et ça fait partie, je trouve, du grand plaisir de lecture de cet album. Alors c'est un album, c'est de la BD, c'est du documentaire, c'est un roman graphique, enfin tous ces termes-là peuvent correspondre en même temps. Et par exemple, alors cette femme qui s'appelle Ushimizu et qui est bryologue, moi je ne connaissais pas ce mot de bryologue. Alors Oui, c'est les pages vertes. Et cette femme, en fait, elle s'occupe des mousses. Alors on apprend que là où elle habite, tout au nord du Japon, il y a toutes ces pierres qui ressemblent à des visages dans lesquels, comme nous, dans les nuages, on pourrait deviner telle ou telle forme. Elle les devine dans ces pierres avec ces mousses qui les recouvrent. Et en fait, c'est une scientifique qui étudie les mousses, parce que la mousse, ça sert à plein de choses et ça peut soigner. Et puis ça peut, voilà, on y trouve des choses absolument extraordinaires. Et le plaisir du livre, moi premier, et de cette lecture, c'est vraiment le plaisir du mot. Il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas, qu'on apprend. Alors en effet, le peintre cervoliste, on se doute de ce que c'est. Le mot évoque la chose, mais d'imaginer que ça existe vraiment et qu'il y a des gens qui peignent sur cerf-volant et que c'est ça leur métier au quotidien, moi je trouve que c'est une façon de voyager absolument extraordinaire. Et dire aussi que tous ces métiers, elles ont un point commun, ces femmes, c'est que ce sont des rêves d'enfants. Souvent dans les premières pages, on voit ces femmes enfants qui ont justement alors une passion pour la plage et pour le sable, et puis elle va devenir ensableuse, une passion pour ses cerfs-volants qu'elle partage avec sa famille, elle devient peintre sur cerf-volant, etc. Donc c'est des réalisations de femmes en fait, c'est des femmes qui ont réussi à faire. Et pas toujours facile. Par exemple, celle qui fait du sumo, on apprend que pour des filles, c'est pas très simple quand on est une petite fille et qu'on veut être sumo. Exactement. Et pourtant, elle se trouve belle, et pourtant, il y a toute une philosophie de vie qui va avec. Et c'est assez réjouissant, que ce soit en termes de découverte d'un pays lointain, qui est le Japon, mais aussi de ce plaisir de la lecture avec des mots rigolos, parce qu'évidemment, ces mots japonais qu'on ne connaît pas, partager ce livre avec des enfants, ça donne lieu aussi à des vrais moments de découverte ensemble d'un mot qu'on ne connaît pas ni l'un ni l'autre et qu'on découvre. Oui, et surtout des mots qui n'ont pas d'équivalent français et qui donc recouvrent une réalité qui paraît pas possible à synthétiser dans le langage pour nous. Je cite juste un exemple que j'aime beaucoup, c'est le mot iki, donc ikai, on peut pas faire beaucoup plus court comme mot, et ça veut dire sens esthétique allant vers l'élégance naturelle et le goût des choses discrètes et secrètes. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Victor Massé de l'Épinay. Oui, alors il y a un petit bémol que je voudrais mettre, ou en tout cas une petite question que ça m'a posée, c'est pour qui est ce livre ? C'est-à-dire que, alors moi je suis un adulte et je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, et alors, mais je me suis demandé à quel âge ça s'adressait. Et en plus, vous avez un panel d'enfants avec tous les âges, donc alors, vous avez pu le tester, j'imagine, Victor. Voilà, mais alors en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est un livre qu'il faut lire avec les enfants. C'est ce que Marie Sorbier vient de dire, parce que il y a d'abord des choses qui sont pas tout à fait évidentes. Il y a beaucoup de mots en japonais, justement, dans les textes, qui sont expliqués en dessous avec des notes de bas de page, et qui sont quelquefois marqués en assez petit, donc c'est pas évident à lire, ça rompt un peu la lecture. Et puis il y a quelque chose quand même qui est qu'il n'y a pas d'introduction ou de conclusion véritablement. Il y a des choses qui sont un peu, les 8 portraits sont jetés un peu comme ça, chacun indépendamment des autres. Et
alors c'est à la fois très agréable qu'il n'y ait pas de message, pas de laïus sur la place des femmes au Japon ou sur l'importance de faire le métier qu'on a toujours voulu, etc. Les enfants sont assez grands sans doute pour comprendre ces choses-là, mais en même temps ça manque quelquefois peut-être un peu de cohérence, c'est-à-dire que pour les enfants, ce que j'ai constaté, c'est qu'on découvre plein de choses, mais qu'on lit pas tout. Alors c'est pas grave. Encore une fois, il y a le plaisir d'avoir ce livre en main, il y a le plaisir de regarder, de découvrir. Mais il y a des choses qui sont un peu déconcertantes, en particulier les prénoms, puisque par exemple le prénom de la première, mais tous les prénoms. Alors je sais pas si c'est le cas au Japon. Moi je connais mal la société japonaise. Tous les prénoms ont des significations. Mais le premier texte, c'est Tsuyu qui est meunière et maîtresse soba. Tsuyu vit sur les hauts plateaux de Tokakushi. Et Tsuyu, petite 1, et en dessous, il y a juste marqué 1, définition A, sauce d'accompagnement, définition B, saison des pluies. Alors, mais je trouve ça très drôle, moi. Oui, mais quand on a 8 ans et qu'on dit Tsuyu, sauce d'accompagnement, vit sur les... Alors, s'il y avait eu, je me disais, s'il y avait eu une petite introduction qui disait, tu verras, les prénoms disent toujours quelque chose, ou bien... quelquefois, je trouve que ça manque un tout petit peu d'accompagnement, et donc il faut qu'un parent ou un adulte ou un plus grand soit là pour pouvoir expliquer des choses. C'est un livre qui est pas très évident à comprendre quand on est petit, même si on peut l'aimer. Marie Sorbier. Oui, sur cette histoire de mots, ce que j'ai aimé, c'est que ça ouvre vraiment des champs de l'imaginaire qui sont assez immenses. Par exemple, c'est ce que vous disiez, il y a plusieurs mots qui ont plusieurs définitions. Alors, par exemple, le mot matsukaze, on nous explique que ça veut dire à la fois le bruissement du vent dans les pins, mais c'est aussi le nom qui est donné au frémissement de l'eau dans la bouilloire. Moi, c'est ce genre d'indication qui me fait totalement voyager, que je trouve d'une poésie folle et dingue, d'imaginer un même mot pour évoquer ces deux choses, comme par exemple quand on nous explique qu'au Japon, il n'y a pas 4 saisons, mais il y en a 24. Cette simple évocation me donne très envie de savoir mais quelles sont ces 24 saisons, à quoi ça correspond. Il y a aussi quand même il y a une ligne, je trouve, entre ces 8 portraits. C'est le rapport à la nature, à l'écologie. Elles sont toutes très proches de leur environnement, à des endroits d'ailleurs très différents, mais il y a quand même un... Oui, c'est clairement un des substrats de ce qui est raconté dans les 8 récits. Oui, une attention en tout cas à ce qui est autour. Les maisons, par exemple, qui ne polluent pas l'univers visuel autour de soi et qui permet de voir à l'extérieur. Voilà, cette scientifique qui s'occupe des mousses, ou cette meunière et maîtresse soba donc, qui fait des nouilles de sarrasin. On nous explique d'ailleurs, Victor parlait de ces petits ateliers de bricolage. C'est vrai, il y a une page qui explique comment on plie la pâte. Il y a presque des recettes pour arriver à ces fameuses nouilles de sarrasin. C'est en effet très dense, on pourrait dire ça, et très riche. Et ça se feuillette. Je crois qu'on aura plaisir à y revenir en fait avec les enfants. On n'est pas obligé d'enchaîner ces 8 portraits, mais de les picorer. Je trouve que ça a été en tout cas un grand plaisir. Oui, je reviens au dessin, peut-être un dernier mot avec vous, Victor Massé de l'Épinay. On aurait pu attendre une sorte d'imitation de ce qu'on estime être la graphie, le dessin à la japonaise. Or, Eva Offredo, elle a un dessin, un trait tout à fait singulier qui n'a rien de japonisant. Et je trouve ça assez intelligent, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça n'a rien de japonisant et à la fois ça a quelque chose parfois d'un peu idéogrammatique, on pourrait dire. Il y a des choses qui sont simplifiées à l'extrême, avec des formes géométriques très simples. Les pages de garde, par exemple, présentent des petites vignettes une grenouille, une méduse, un bol de riz, un râteau, un corbeau. Et ça ressemble presque à un jeu de memory. On aimerait les découper pour jouer au memory. Mais dans ce dessin, il y a une chose aussi que je voudrais simplement noter, c'est qui est très belle, c'est la variété des visages de ces 8 femmes, puisqu'il y a donc 8 couleurs, on l'a dit, mais au-delà de ça, et pour aller à l'encontre de certains stéréotypes qui sont encore vivaces et peut-être chez les enfants. Tous les Japonais ne se ressemblent pas, on le voit bien. Là, il y a des visages ronds, des visages allongés, des nez droits, des nez épatés, des nez gros, des taches de rousseur, des différentes natures de cheveux, etc. Et j'ai trouvé que c'était aussi très beau et ça suscitait aussi des dialogues avec les enfants. Et c'était intéressant. Yao Japon d'Eva Offredo, apparu aux éditions Maison Georges. France Culture. La critique. Lucille Como.
Nous poursuivons cette critique avec un ouvrage peut-être pour les plus grands, le roman Amour Chrome de Sylvain Pathieu paru à l'École des loisirs. C'est la première incursion du romancier dans la littérature jeunesse et le premier tome d'une série qui en comportera 4. On en écoute tout de suite la première page, lue par Boris Pinault. Avant la sortie, le bruit a couru et quand les grilles s'ouvrent, tout le monde y va, sauf les bolosses. Personne ne se presse pour ne pas attirer l'attention, mais chacun marche déterminé, par groupe de 2 ou 3. Les garçons et les filles rigolent et font les bonhommes. Elle va la défoncer. Bélec, moi je suis sûr, elle sait se défendre, l'autre. Mon frère, elle va la choper comme as, c'est fini pour elle. Elle va appeler Yema Yema et l'autre, elle lui dira « ferme ta gueule ». Mohamed Ali se trouve emporté par le flot. Il le suit paresseusement, intéressé mais sans se presser. Il écoute, il regarde. 2 petits en maillot du Bayern et du Real le bousculent. Ils sont très excités. Il en chope un par le bras et d'un geste, le petit s'excuse, puis se dégage et trace sa route. Mohamed Ali garde un pas égal. Ils vont tous au même endroit de toute façon. La petite rue à 2 pas du collège, la rue des Filades, dans l'autre sens que vers le RER, et la plupart des profs n'y vont jamais. Il y a peu de passants, l'endroit idéal pour se battre si ce n'est que ça limite la place pour les spectateurs. Mais dans ces cas-là, on fait un cercle et on se serre. On sait bien que tout le monde a envie de voir ça. Une bagarre de meufs. Un combat de renommée mondiale dans tout le collège, attendu depuis plusieurs semaines qu'elles se cherchent, qu'elles se répondent, qu'elles se jaugent. Lina Benyakoub contre Margot Michotte Bezel. 2 bêtes de meufs. Autour de Mohamed Ali, le héros de notre histoire, gravitent des collégiens et des lycéens. Il y a les filles qui chambrent, les types qui dealent, les bons élèves et les cancres. Et il y a les 2 secrets de Mohamed Ali. 1. Il quitte sa chambre en douce la nuit pour graffer sur les murs de son quartier. Et 2. Il est amoureux de la grande et silencieuse Aimée. Marie Sorbier, un premier regard sur ce roman de Sylvain Pathieu. Alors c'est le roman adolescent type, j'allais dire, dans le sens où il coche toutes les cases consciencieusement des sujets qui affectent aujourd'hui les collégiens ou lycéens. Un avis très rapide, mais j'ai l'impression qu'il est presque trop cohérent pour être honnête, en tout cas selon moi, c'est-à-dire que tout s'emboîte un peu trop bien et rend la lecture un peu prévisible. Alors, juste pour détailler un petit peu l'histoire, vous l'avez dit, Mohamed Ali, il est noir, il est bon à l'école, mais la nuit, il graffe. Il se retrouve à devoir faire un exposé avec Lina et Margot. Alors, l'une est bourgeoise avec un nom à rallonge. C'est les filles qui se battent au début de l'histoire. Exactement, l'autre est d'origine maghrébine et ses frères d'île du Shit, donc on a à peu près déjà tous les clichés réunis en quelques phrases. Et alors l'exposé qu'ils doivent faire ensemble et qui quand même est un peu le cœur, enfin en tout cas le fil de ce roman, eh bien ils doivent aller dans un festival du film lesbien à Paris. Alors évidemment, j'allais dire, c'est toutes ces dimensions réunies dans le même livre, qui n'est pas un livre très épais, ça m'a donné quand même l'impression d'une accumulation un petit peu trop évidente pour paraître intéressante, sachant que là-dessus s'ajoute le graphe la nuit où Mohamed Ali sort, et puis le Stade de France où il invite cette fameuse Aimée. Alors je ne spoile rien puisque c'est dans le résumé de la 4e de couverture, et il se trouve qu'évidemment il va au Stade de France le jour des attentats. On est en novembre 2015. Voilà. Alors une fois dit tout ça, il faut quand même ajouter que l'écriture de Sylvain Pathieu colle parfaitement à son sujet. On est sur une écriture orale, on est presque à des moments sur du slam, c'est très nerveux, ça va vite, les chapitres sont courts. Donc, j'ai l'impression qu'il a quand même réussi ce qu'il voulait faire. Voilà. Victor Massé de l'Épinay. Oui, alors pour moi, ça avait assez mal commencé cette histoire. Alors j'avais plutôt une bonne image de Sylvain Pathieu. J'ai jamais lu ses livres, mais plusieurs personnes que je connais les avaient lus. J'en avais une bonne image, mais ça a commencé par la couverture d'abord. Alors on va pas s'éterniser dessus, mais que j'ai trouvé très moche, avec une impression un peu brillante de ce gros graffiti et du personnage, les couleurs, etc. Ça, c'était la première impression. Et puis ensuite, il y a la première scène qu'on vient d'entendre, lue par Boris Pinault, très bien lue. Mais alors cette première scène, ce qu'on n'entend pas pour nos auditeurs, c'est qu'elle est écrite avec presque aucune ponctuation. Il n'y a pas de tiré de dialogue, voilà. Il n'y a pas de différence entre les mentions, c'est-à-dire ce que disent les personnages, et ce que le narrateur prend en charge, disons. Oui, mais au-delà de ça, il y a même dans cette première scène qui fait 5 pages, aucun point.
et presque pas de virgule, et des renvois à la ligne un peu systématiques avec des majuscules. Et ça m'a absolument irrité. J'y ai vu quelque chose d'assez gratuit, de superflu. Et puis j'ai commencé à me faire plein de réflexions sur la ponctuation, qui est quand même un trésor de notre langue, que les adolescents doivent avoir un peu de structure. Enfin, vous voyez un peu vers quoi ça m'emmenait. Vers un débat qui me fatiguait peut-être à l'avance, et dans lequel j'aurais sans doute dit des bêtises. Mais heureusement, ce débat n'a pas à avoir lieu, puisque Sylvain Pathieu abandonne ce style après le premier chapitre pour revenir à une écriture plus classique qui m'a beaucoup plu. Donc, quand je dis une écriture plus classique, je parle bien de la ponctuation, des paragraphes, de la oui, presque la graphie, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Se passe sur la page. Tandis que la langue, elle, comme l'a dit Marie Sorbier, c'est une langue contemporaine, souvent adolescente, qui est fleurie, florissante, et qui est, à mon avis, que j'ai trouvé très, très bien, très intéressante. J'en ai d'ailleurs profité pour apprendre quelques mots, ce qui est toujours important. Alors, il y a des mots du graffiti, par exemple, le mot toyer ou toyer, qui veut dire recouvrir le graphe de quelqu'un d'autre, que je connaissais pas. Et puis aussi des mots d'origine arabe que je connaissais pas. J'écoute sans doute pas assez de rap. Par exemple, Psartek, j'étais content de découvrir, qui veut dire bravo. Moi, j'en étais resté à bien ouais, mais bon, voilà, j'ai vieilli un peu. Au passage, d'ailleurs, je pense, Marie, que Mohamed Ali, il est pas noir, il est d'origine maghrébine. D'où aussi le problème possible de séduire Aimée, qui elle est noire. Qui elle est noire, voilà. Alors ceci dit, moi j'ai trouvé que c'était un roman. Je suis rentré dedans assez lentement, mais finalement assez puissamment. J'ai trouvé que c'était un texte très bien construit, très bien amené. En effet, construit sur un rythme un peu trépidant, des chapitres courts. Ça ressemble à une série télé. Et puis j'ai trouvé intéressant la façon dont l'adolescence est montrée. Parce qu'à la fois l'adolescence, j'avais l'impression que ça évoluait très vite, et que moi qui ai vécu mon adolescence au XXe siècle, j'allais découvrir plein de choses. Mais en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des invariants, que la puberté, les rapports amoureux, les rapports de classe, ça bouge finalement assez lentement. Les cours de sport sont toujours des lieux où beaucoup de choses se jouent, etc. Alors, moi, je pensais que c'était surtout les réseaux sociaux qui avaient fait énormément évoluer le rapport aux autres et au monde des adolescents d'aujourd'hui, mais ils sont finalement assez peu présents, j'ai trouvé, dans ce premier tome, en tout cas, dans ce premier roman de Sylvain Pathieu, ce premier roman jeunesse. Oui. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les personnages étaient, peut-être un peu... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient crédibles, qu'ils existaient, qu'ils étaient attachants, et qu'il y avait des choses très bien rendues. Par exemple, il y a une scène entre Mohamed Ali, qui est donc le personnage principal, et son copain d'école primaire, qui est un jeune d'origine tamoule, qui s'appelle Virin Tiran, et qui est parti dans le privé, puisque ses parents ont voulu le mettre dans un collège privé, même s'il est catholique, pour qu'il ait des bonnes relations. Et alors, ils se voient encore parfois, ils vont jouer au basket sans trop se parler. Et ce petit chapitre de 3 pages, j'ai trouvé que c'était très... j'ai des souvenirs, en tout cas, avec beaucoup d'acuité, de ces moments où on perd un peu ses copains du primaire quand on est au collège, qu'on se demande un peu pourquoi on est copains. On aime bien encore faire des choses, mais on parle plus tellement. Et tout ça, c'est à la fois assez drôle, à la fois mélancolique. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses très bien rendues comme ça. En tout cas, il est dense, ce roman de Sylvain Pathieu. Il y a beaucoup de personnages, ils sont croqués en très peu de mots, en chapitres très courts. Donc, en effet, ça reproduit une esthétique qui est propre un peu à la série télévisée, mais en tout cas, ce rythme-là est assez intéressant. Marie Sorbier. Oui, c'est un rythme aussi où on ressent le trop-plein d'émotions qu'on peut avoir à l'adolescence, ces changements qui d'un coup nous dépassent. Ça, c'est assez bien rendu par l'écriture. On sent la volonté de l'auteur aussi d'accrocher ses lecteurs. C'est-à-dire, les personnages sont très dessinés, vous l'avez dit, alors on pourrait dire caricaturaux, mais en tout cas, ils sont présents, on les imagine, on vit avec et on les accompagne. Ils sont nombreux, on n'est pas dans un roman avec un personnage principal et puis le reste. Il y a les familles, il y a les frères et sœurs, tout ça entre dans la danse. J'ai eu l'impression que l'auteur s'identifiait pas mal, moi, à cette professeure de français donc, qui permet ce fameux exposé. Je vous lis juste un tout petit passage. On est aux 3/4 du roman. L'exposé vient d'être fait dans la classe. Et donc, cette fameuse Madame Savanier, elle dit qu'elle est contente car Lina, Margot et Mohamed Ali s'en sortent bien. Leurs réponses sont plus efficaces. Ils parlent avec les mêmes mots que ceux qui les questionnent. J'ai eu l'impression, en lisant cette phrase, que c'était vraiment le projet de Sylvain Pathieu qu'il a eu
pour intention d'écrire un roman avec les mots de ceux qu'il veut croquer. Et ça, dans ce sens-là, c'est plutôt réussi. Mais oui, ça c'est assez intéressant. Vous parliez, Victor Massé de Lépinay, d'un débat qu'on ne pourra pas avoir sur la question de la ponctuation. Mais par contre, sur l'argot, sur les effets de mention, la langue de l'autre et à quel point elle va vieillir parce que ce roman va rester, mais la langue des jeunes, elle va évoluer. Je trouve ça assez passionnant d'écrire quelque chose qui est aussi pris dans une actualité de la langue française et qui, du coup, va forcément se périmer, mais en même temps, des livres pleins d'argot périmés, on en lit toujours. Je trouve que c'est assez intéressant, Victor Massé de Lépinay. Oui, on en lit toujours et avec plaisir pour certains. Quand c'est pas simplement de la surenchère, il y a des choses qui se démodent et puis il y a des choses qui restent et qui sont évidemment très très riches et qui disent qui passent les époques. Non, moi je trouve que cette langue, elle est vraiment c'est vraiment très réussi. Ça se lit quand même de façon très fluide, y compris pour moi qui suis plus un adolescent aujourd'hui, même s'il y a des porosités entre les langages. Je comprends un peu le langage des adolescents. C'est pas complètement cloisonné comme on veut parfois nous le faire croire, mais ça se lit très bien. Pour revenir sur les personnages, c'est vrai que cette Madame Savanier, cette professeure, c'est un peu la professeure idéale qui a encore beaucoup d'énergie, qui aime beaucoup ses élèves, même ceux qui sont pas très sympas. Et c'est vrai que Sylvain Pathieu, on sent qu'il a ce regard-là. Tous ces adolescents, ils sont tous aimables dans le fond. C'est des personnages qu'on aime tous. Les deux frères dealers, ils sont plutôt sympas. Le Frédéric, qui est le jeune bourgeois, qui se met à dealer aussi plutôt pour le lycée général, qui va dans les soirées avec un peu de shit. Bon, c'est pas le personnage le plus sympa, mais bon, on le connaît, on le comprend, on l'aime. Il y a beaucoup d'empathie, mais je trouve que ces personnages, j'ai quand même eu peur, en effet, comme c'est le premier tome d'une série de 4, même s'il y a une fin dans ce volume, mais ça s'arrête pas complètement en l'air. Je me suis dit, j'espère que ça va pas évoluer de façon trop téléologique, justement, trop prédestinée, avec Aimée, la footballeuse qui a une blessure grave, avec Zako qui est le copain de Mohamed Ali, qui est intéressé par l'islam, qui deviendrait salafiste. Je me suis dit, j'espère qu'on va pas tomber dans ces choses-là. Frédéric qui part en prison pour trafic de drogue, etc. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très belles, y compris des personnages secondaires, parce qu'il y a deux personnes, il y a deux scènes un peu de transmission qui m'ont bien plu. Une scène avec un vieux Chibani, un vieil immigré qui raconte un peu, qui parle aux jeunes avec un peu de mélancolie, et une scène avec des vieux graffeurs des années 80 qui sont un peu dans l'ambiance de Paris sous les bombes d'NTM, qui font un peu avec un peu d'orgueil et un peu de vanité, qui montrent aux jeunes que eux aussi à l'époque ils étaient les rois de la ville et que c'était. Et vous coupez, cher Victor, je suis désolée, mais pardon. on arrive à la fin. Je suis désolée. Amour chrome de Sylvain Pathieu, apparu à l'École des loisirs. Merci beaucoup à vous, Victor. Je rappelle que vous êtes le producteur du Rayon BD le dimanche sur France Culture, une émission qu'on retrouvera bientôt quand le carême sera fini et libérera votre case. Marie Sorbier, on vous garde. On parle après le journal de Spectacle Vivant.